Fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Homme politique, il s'est porté candidat à la présidentielle 2018 au Cameroun. Ce qui nous intéresse, c'est un entrepreneur et il croit en l'Afrique. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. Homme politique camerounais, premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS, conseiller municipal de l'arrondissement de Douala 4e depuis 2013. Et en parallèle, c'est un entrepreneur. Monsieur Serge Espoir Matomba, bienvenue. Merci madame, c'est tout un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Vous savez, dès que j'ai reçu votre invitation, ce qui m'a le plus marqué, c'était le nom de votre émission, Believe in Africa. Je fais partie de ceux-là qui croient que l'Afrique doit se développer par ses propres ressources, c'est-à-dire par ses propres enfants, mais ceux-là qui comprennent les enjeux de l'importance de la participation individuelle pour le bénéfice collectif. Merci infiniment, nous sommes très honorés. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui sont peut-être surpris de vous voir. Je crois que pendant la présidentielle 2018, vous avez fait le tour des plateaux, que ce soit les chaînes locales ou internationales. Donc, on ne va pas parler politique. On a beaucoup à apprendre de Monsieur Serge Espoir Matomba. Et j'espère qu'on fera une belle émission. J'espère tout au moins apporter un plus dans la vie de tous les téléspectateurs d'STV, et des millions de téléspectateurs d'STV et de tous ceux-là qui auront, n'est-ce pas, la possibilité de nous regarder. Merci. Élevé dans les conditions assez modestes, sur le plan académique, vos débuts au Cameroun. Ensuite, en 1997, vous êtes allé au Portugal, c'est ça? Exact. Pour poursuivre vos études. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de votre formation académique? Alors, il faut dire que je suis à la base économiste, si vous voulez. Mais pour une petite précision, je pars du Cameroun en 97, plus particulièrement, mais de là, j'avais un grand souci, vous savez que vous le dites si bien, je viens d'une famille modeste et je ne pouvais pas, entre-temps, étudier et réussir la possibilité d'avoir des études payées par mes parents. Oui. Parce que mes parents n'avaient pas ces moyens-là. Alors, il me fallait réfléchir comment faire pour étudier et en même temps payer des études. C'est en ce moment-là que je me lance dans ma toute première entreprise, il faut le dire. J'avais 17 ans. Oui. Qui est un cabinet d'études et de viabilisation de projets, parce qu'à l'époque, il faut aussi le dire, je n'avais pas la capacité intellectuelle pour produire, n'est-ce pas, les résultats attendus des différentes sollicitations que le cabinet pouvait avoir, mais je me suis dit que si je mettais sur pied quelque chose, certainement je pourrais, à l'avenir, payer des études et fréquenter. Donc c'est ainsi que ce cabinet Espoir LDA voit le jour. Je m'attache dans des services des personnes ayant la capacité intellectuelle pour répondre présent au marché que je pouvais obtenir. Je me mets dans une sorte de recherche des marchés dans des entreprises, dans des organisations. Dès que j'obtiens des marchés par l'entreprise de mon entreprise, les personnes ayant la capacité intellectuelle travaillent sur ces projets, j'ai les résultats, je les soumets, je suis payé et je paye donc cette personne. Donc j'étais une sorte d'intermédiaire avec une entreprise et c'est ainsi que j'ai commencé à grandir dans ce domaine de l'entrepreneuriat et j'ai pu boucher plusieurs trous, tant au niveau de la famille qu'au niveau, n'est-ce pas, des études.
Est-ce que votre âge n'avait pas constitué quelque part un frein? Alors, mon âge n'allait pas constituer un frein parce que je partais du principe, vous savez, je suis issu d'une famille chrétienne et il y a des valeurs avec lesquelles nous avons grandi. Et quelque chose de particulier que mon père a voulu que je comprenne, c'est que tout dépendait de moi. Vous voyez, lorsqu'on vous fait comprendre qu'il n'existe pas de barrière si vous n'êtes pas la barrière. Ouais. À partir de ce moment-là, vous comprenez que tout tourne autour de vous. Parce qu'en réalité, la plus grande difficulté que nous avons en tant qu'humains, c'est de savoir qui nous sommes, de découvrir nos capacités, de savoir ce que nous pouvons faire et de savoir comment nous allons les faire. Alors, à partir du moment où vous réussissez l'exploit de savoir qui vous êtes, tout de suite, ce qui se déclenche en vous, c'est la croyance. Vous croyez en ce que vous pouvez faire. Parce que la Bible, comme le Coran, nous le dit, nous l'enseigne. Si vous croyez en vous, vous êtes capable de déplacer les montagnes. À partir de cet instant-là, l'âge, le lieu, la forme physique ne saurait être un obstacle. À votre actif, vous avez plusieurs entreprises dans le monde. J'ai lu ça quelque part. Et voilà, aujourd'hui, on va profiter à fond. On aimerait savoir quel type de manager vous êtes. Alors, je suis ce manager qui comprend le monde entrepreneurial autrement que les autres. Vous savez, dans chacune de mes entreprises que je crée, je mets sur pied une sorte de participation active de chaque collaborateurs, parce que vous savez, dans mes entreprises, je refuse de penser que j'ai des employés, mais je les appelle tous collaborateurs, qui, eux, deviennent des partenaires directs de l'entreprise. C'est pour cette raison que vous allez voir, si vous menez votre enquête profondément, vous allez constater que la plupart de mes entreprises, pratiquement les mois où nous avons beaucoup plus de recettes, où nous avons beaucoup plus d'entrées, ces entrées sont reconverties dans les salaires ou alors dans les primes des collaborateurs, et ça fait en sorte que chaque collaborateur se sent à son aise, impliqué, et se dit il s'agit de mon entreprise. Vous savez, et c'est comme ça que je vois l'entreprise. L'entreprise n'est pas pour moi un lieu d'enrichissement du promoteur, mais c'est un lieu de partage d'expérience, un lieu de culture où nous pouvons ensemble grandir. Parce que vous savez, l'entreprise est plus ou moins, le domaine entrepreneurial est plus ou moins comme le domaine politique. Si je viens développer cette maison, je construis cette maison pour vous, sans vous impliquer dans la construction, il est évident que vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai construit cette maison et un beau jour, vous allez détruire cette maison. Mais si je vous implique dans la construction de cette maison, je vous sensibilise sur le bien fondé de la construction de cette maison et de l'apport de cette maison lorsque cette maison sera construite, et que vous vous impliquez dans la construction de la maison, il est évident que cette maison ne sera jamais détruite par vous. Parce qu'on a réussi à développer l'humain que vous êtes pour construire. Et c'est ainsi aussi en politique que nous essayons, tant bien que mal, de développer l'humain pour que l'humain participe au développement de la société. Let's switch in English. What question needs to be answered before investing into a business? Where are you going? What is your business plan? What is the main objective that you want to attain? That is the first question. Okay. Do you believe in your project? Okay. Do you believe in yourself? Do you believe that you can succeed? Because as I have said, as we used to say, the main obstacle of human is the human. But firstly, you have to believe in you, believe in your project. No matter difficulty you meet in your way, you have to believe that that will be a very good success. Okay. If you want to go step by step, then when I have already, I strongly believe in my project, what next? You have to have a business plan. Okay. After the business plan, you have to implement now the project. Okay. So do you think that the financial aspect should not be considered as an obstacle at the beginning?
you cannot, financial assets can never be considered like an obstacle because it's not the financial will bring you the project. When you think about the project, you build the project, and now you will got the financial aspect because in the project you will know that to have 1 million. You have to do this in the project. To have 2 million, you have to do this. To have 3, 10. But if you firstly think that, you first have to need 1 million before. So you are in the wrong way. Vous avez fait venir des investisseurs au Cameroun dans le domaine de l'énergie. J'ai lu ça quelque part. C'était quoi le but principal à l'époque? Vous savez, nous avons des problèmes primaires au Cameroun. C'est pour cette raison que le Camerounais n'utilise pas 25% de sa capacité intellectuelle pour participer au développement du pays. Parce que lorsque vous avez encore des problèmes d'énergie, vous voyez, des gens vivent sans électricité, des délestages incessants. Vous avez des problèmes d'eau, vous avez des problèmes d'habillement. Donc nous sommes encore à l'état primaire des problèmes dans notre société. Il faut faire quelque chose, absolument faire quelque chose. Je me suis rapproché du ministère de l'eau et de l'énergie. J'ai essayé de comprendre les difficultés qui sont liées, n'est-ce pas, au fournissement de l'énergie. Pourquoi est-ce que nous avons tant de problèmes? Je me suis rapproché du régulateur pour comprendre ce qui n'allait pas. Je suis entré en contact avec plusieurs partenaires au niveau international et j'ai fait venir, n'est-ce pas, plusieurs qui sont venus pour apporter leur contribution dans ce domaine-là. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que nous nous retrouvons dans l'opposition que nous ne devons pas participer au développement du pays. On va marquer une pause. Le temps pour nous de regarder la Minute Info avec Africa Rising. La Kenyane Ori Okolo, ex-responsable Google Afrique, nommée à la commission sur le numérique de la fondation Kofi Annan, est la directrice des investissements d'Omidyar Network, une entreprise qui soutient et accompagne des projets des entreprises à but non lucratif et des initiatives publiques avec pour seul objectif assurer le bien-être social. Le champion du monde de boxe Anthony Joshua, originaire du Nigeria, a signé un contrat avec Globacom Limited, une puissante entreprise de télécommunications du milliardaire nigérian Mike Adunega. Il est désormais le nouvel ambassadeur de la brand. Il a également, le 20 décembre dernier, été décoré par l'ordre de l'Empire britannique par le prince Charles pour ses services rendus. La Sud-Africaine Relobodile Mabotja, 33 ans, titulaire d'un diplôme en droit du divertissement de l'Université de Johannesburg et d'un diplôme en gestion des entreprises et entrepreneuriat de l'Université de l'Afrique du Sud, est désormais la plus jeune vice-présidente de la Southern Africa Music Rights Organization, en abrégé SAMRO, une société de gestion de droits d'auteur et de droits voisins qui représente 16 374 membres. Air Sénégal, qui a débuté ses activités en 2018, a pris livraison de son premier A330 le jeudi 31 janvier à l'aéroport international Blaise Diagne. L'inauguration en présence du président sénégalais en partance de Toulouse pour Dakar a duré près de 4 heures. Il faut noter également que cet engin est configuré pour accueillir 32 passagers en classe affaires, 21 places en premium et 237 en économie. Toujours dans l'aviation, l'Éthiopie possède désormais le plus grand aéroport en Afrique, inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed le 27 janvier dernier, ainsi que l'hôtel 5 étoiles Skylight. Les travaux d'inauguration de l'aéroport international de Boulé avaient débuté en 2015,
financé et exécuté par la Chine pour une valeur estimée à près de 363 millions de dollars. Il faut noter que cet aéroport accueille plus de 22 millions de passagers par an et a dépassé celui de Dubaï en tant que destination et plaque tournante des transferts vers l'Afrique pour les passagers long courrier. Voilà, une Afrique qui bouge. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, c'est une Afrique qui présente des nouveaux visages, une Afrique qui commence à croire en elle-même, qui est une Afrique qui commence à penser que ses fils et filles doivent se lever et bâtir, n'est-ce pas, cet Eldorado. Vous savez, pour certains qui ont la chance de se déporter, de voyager, parfois d'être dans d'autres pays, on vous fait comprendre que l'Afrique, en réalité, c'est le futur du monde. Et c'est une réalité. On ne doit pas tout simplement vous faire comprendre cela. Vous devez autour de vous constater que l'Afrique, c'est le futur du monde. Et le futur du monde ne saurait être construit par ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, qui ne comprennent pas les enjeux, qui ne comprennent pas qu'ils doivent participer, n'est-ce pas, à la construction de ce grand continent. Nous devons croire. J'ai été très flatté et je suis très honoré d'être sur votre plateau. Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, quand j'ai reçu Believe in Africa, j'ai dit I have to be there. Le président Nelson Mandela disait je gagne ou j'apprends. Moi, j'aime particulièrement cette citation. Y aurait-il un moment de votre carrière, une situation particulière où vous ayez appris après un échec? Oui, il faut dire que je suis dans une école permanente. Il n'y a pas eu un seul moment. Tous les jours de ma vie, j'apprends. J'ai créé, n'est-ce pas, en moi les dispositions et surtout la prédisposition pour apprendre de toutes les situations. Vous savez, j'ai beaucoup fait dans du négoce, et je le fais encore, du pétrole. Et j'avais des contrats exclusifs, n'est-ce pas, de vente du pétrole de certains pays pour certains continents. Il m'est arrivé quelquefois d'aller proposer, n'est-ce pas, la vente du pétrole, je vais peut-être taire le nom, d'un pays à un autre. Et tout de suite, nous avons négocié, nous sommes arrivés au bout. Et, sauf que dans l'une des sociétés, qui n'était pas une des moindres, il se trouvait un ancien président d'un pays européen qui, après sa retraite, s'est retrouvé, n'est-ce pas, en train de travailler dans cette société-là. Et il avait des liens directs, des liens avec le président du pays dans lequel je prenais le pétrole pour vendre. Ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti voir son ami, il a dit, on est venu nous proposer l'achat, la vente du pétrole de ton pays. Mais je pourrais gérer ça directement avec toi, au lieu de passer par cette entreprise. Ouais. Vous voyez, en tant qu'entrepreneur, je me suis senti non seulement trahi, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'on parle là de beaucoup de chiffres. Je vais éviter, n'est-ce pas, de prononcer ces chiffres sur votre plateau, mais de beaucoup de chiffres que j'ai vu se volatiser parce que des gens avaient des contacts directs et ils ont pu gérer juste derrière moi. Et pour votre grande surprise, j'ai fini par perdre l'exclusivité, n'est-ce pas, de ce contrat. C'est vrai que nous sommes allés en justice et je préfère ne pas poursuivre dans les résultats. Sauf que j'ai appris de cela et comme ce que j'apprends tous les jours dans ce domaine. Vous savez, on ne saurait avoir un véritable équilibre si on ne peut pas comprendre que si notre production est moins élevée que la consommation, alors on a un problème. C'est un peu comme la gestion d'un État. Si vous êtes dans un État ou dans une entreprise où vous produisez moins que ce que vous consommez, il y a tout de suite déséquilibre. Ouais. Vous voyez, c'est ce qui nous arrive généralement en Afrique, c'est que nous consommons beaucoup plus des produits que nous ne produisons pas. Et nous nous retrouvons en train de nous endetter
pour couvrir le déficit, mais nous ne parvenons pas à couvrir le déficit parce que nous ne réussissons pas à inverser la donne. Parce que bien quand nous nous endettons, est-ce que nous réussissons à produire pour pouvoir couvrir donc ces dettes-là? Nous ne parvenons pas. Donc nous nous retrouvons dans des dettes permanentes pour la consommation des produits que nous ne produisons pas. Donc il faut réussir, n'est-ce pas, à équilibrer ces choses dans le domaine des entreprises et dans le domaine étatique pour pouvoir avoir une véritable balance économique. S'il fallait vous retrouver dans un tout autre domaine d'activité, you know, like start from the beginning, vous verrez où? Education. Pourquoi? Education. Pourquoi? Parce que je crois que nous avons raté le coaching. Nous avons raté le coaching de la base. Nous n'avons pas su donner à nos concitoyens, à nos citoyens, dans l'Afrique en général, les valeurs qu'il fallait pour que chaque personne puisse se développer et développer son pays. Son potentiel aussi. Et même son continent. Vous savez, nous avons bénéficié d'une éducation qui nous forme à devenir des employés, des fonctionnaires et non des entrepreneurs. Alors, il faut repartir donc à la base, préparer l'homme pour qu'il se développe lui-même, qu'il comprenne déjà le sens même du développement de la personne qu'il est et pourquoi est-ce qu'il doit être lui en train de développer, n'est-ce pas, son environnement et influencer surtout son environnement. Parce qu'on a l'impression que nous devons subir de l'environnement et pourtant c'est tout le contraire. Nous devons influencer l'environnement. Vous avez reçu une éducation chrétienne, strictement fondée sur les valeurs, vous l'avez mentionné au début de l'émission, des valeurs telles que l'amour du prochain, le sens du partage, la responsabilité. Pouvez-vous partager avec nous l'une des valeurs capitales? L'amour. L'amour du prochain. Vous savez, si je me retrouve personnellement en politique, c'est parce que j'aime mon voisin. C'est parce que j'aime mes citoyens. C'est parce que j'aime l'Afrique. C'est parce que j'aime le monde. Et parce que je me dis, pour cet amour, de cet amour, je dois pouvoir faire des sacrifices. De cet amour, je dois pouvoir apporter un plus. De cet amour, je ne dois pas être égoïste. De cet amour, je dois participer au développement. Lorsque vous vous levez le matin, vous avez la chance de vivre dans une maison qui a une barrière. Vous savez, le soir, quand vous rentrez, vous êtes préoccupé par votre sécurité. Mais la vérité, madame, c'est que celui qui vient vous braquer ou vous voler, c'est celui-là qui n'a pas la possibilité de manger le poisson fumé chez lui, qui est votre voisin, qui n'a pas l'électricité chez lui. C'est celui-là qui n'a pas la possibilité de changer une chemise 3 fois la semaine. C'est celui-là qui se dit, j'ai aussi, mes parents ont aussi investi comme l'autre pour mon éducation. Mais pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Donc, il développe chaque jour des méthodes et des moyens pour vous agresser ou pour vous nuire. Et pourtant, s'il avait le minimum, s'il avait tout simplement un emploi décent, il ne serait pas préoccupé par votre bien-être. Vous-même, vous ne serez pas préoccupé par la barrière, la construction d'une barrière, parce que vous serez en train de vivre librement, paisiblement, avec des gens qui ne vous envient pas, avec des gens qui comprennent, n'est-ce pas, le bien fondé de l'amour du prochain. Donc l'amour du prochain nous invite, n'est-ce pas, à participer pour que chacun vive de façon épanouie. Et je vais aller plus loin. Vous savez, dans ma famille, mes parents, nous on vivait parfois à 15 à la maison, parfois beaucoup plus, des enfants dont nous ne savions pas où ils venaient. Mes parents c'était une véritable famille d'accueil, ça l'est encore. Et mes parents le sont toujours, parce que bien qu'ils sont complètement en retraite, j'arrive parfois dans le domicile de mes parents et puis je retrouve plusieurs personnes, je demande parfois qui sont ceux-là. Ah non, ce sont des gens qui viennent, on les a retrouvés comme ça, ils ont des difficultés et puis on les a dit qu'ils peuvent vivre dans la maison. Et c'est ce que je fais aussi chez moi. C'est ce que je fais chez moi, mais je ne peux pas accueillir tout le monde.
mais je peux participer pour que tout le monde ait les meilleures chances de réussir. Est-ce qu'il faudrait être meilleur pour réussir, d'après vous? Il faut toujours se remettre en question. On est meilleur parce qu'on décide d'être meilleur. On n'est pas meilleur parce que les gens disent que vous êtes meilleur. Ce n'est pas un titre qu'on vous décerne. C'est une volonté personnelle qui vous pousse à travailler, à être déterminé pour que les gens réussissent donc à vous considérer comme quelqu'un de meilleur ou à vous décerner ce titre-là si vous voulez. Pour réussir, on doit se connaître. On doit savoir qui on est. On doit connaître sa capacité. On doit s'investir. On doit se sacrifier et on doit être déterminé. What are the 3 things you cannot allow yourself be in control? Unfortunately, I'm always in control, you know. Yeah, because I have built myself so that I should not have no obsession. Okay. You understand? No obsession. No obsession. At all. It's like that I have built myself because I have said that if I know who I am, so I have to control everything. I have to control everything. I can start something now and say, Serge Espoir, is the moment to stop. And when I say it's the moment to stop, I will just stop it. So no addiction. No addiction. I hope I will continue like this. Ok. On va défiler à présent les photos des personnes que vous connaissez certainement. On attend de vous un petit commentaire. La première personne, Félix Moumié. J'espère que j'ai bien prononcé. Moumié. Moumié. Oui, Félix Moumié, vous savez, il fait partie des personnes qui m'inspirent en politique, il faut le dire. Félix Moumié devient président de l'UPC à l'âge de 27 ans. Vous savez, dans le temps, les nationalistes, ceux-là que nous considérons aujourd'hui comme des héros, qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays, qui se sont battus pour notre pays, qui ont voulu donner un autre visage à notre pays, étaient très jeunes. Et lorsqu'on se questionne sur l'âge de ces derniers, lorsqu'on se questionne sur l'amour que ces derniers portaient pour la nation, on a envie de dire chapeau. Et j'ai souvent envie de dire, je suis déjà vieux par rapport à eux, mais c'est un modèle pour moi. Et j'aimerais bien être sur cette race. La prochaine personne, Henriette Ekwe. Alors, Henriette, une brave combattante. Je la considère d'ailleurs comme une maman pour moi. Vous savez, Henriette, j'ai connu Henriette dans ses différentes interventions. J'ai lu l'histoire, j'ai vu la résistante qu'elle est. Et vous devez savoir qu'Henriette a fait partie, n'est-ce pas, des personnes qui ont formé des Camerounais dans le militantisme, puisqu'elle était chargée du recrutement dans l'UPC, dans le temps. Donc, et c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup, alors énormément d'admiration. Thomas Sankara. Thomas Sankara, un autre leader jeune qui fait partie de ceux-là qui m'inspirent dans la détermination du combat. Vous savez, j'ai eu cette chance d'aller au Burkina, de visiter les lieux, le lieu dans lequel il a été enterré, de connaître l'histoire de Thomas Sankara, de discuter avec plusieurs personnes qui l'ont côtoyé, et je peux vous rassurer que c'est un modèle, c'est un leader, comme il en faut en Afrique. Et nous le disons toujours, nous allons nous développer lorsque nous comprendrons que nos ressources doivent d'abord nous appartenir, nous devons les exploiter pour notre bien, nous devons aller vers cette révolution qui est une révolution mentale qui nous permettra, n'est-ce pas, de nous approprier de nos richesses pour le bien de notre continent. Candidat
Élection présidentielle 2018 au Cameroun. Au sorti, on est presque à la fin de cette émission. Belle expérience. Alors, je dirais expérience enrichissante. Vous savez, lorsqu'on participe à une élection, c'est pour gagner. Ça a été un cas d'école pour nous. Ça a été un cas d'école pour moi. C'est pour cette raison qu'au sorti, n'est-ce pas, des élections, j'ai rassemblé immédiatement mon état-major. Nous avons discuté, nous avons fait le point. J'ai convoqué une assemblée générale du parti. Nous avons fait le point. Nous avons tiré des leçons et nous nous sommes dit, de cette élection, nous avons appris, nous nous préparons mieux pour des prochaines échéances et nous saurons que nous ne ferons plus les mêmes erreurs. Nous savons désormais ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour cette raison que nous avons redemandé, reformulé, n'est-ce pas, la modification, les propositions de modification du code électoral que nous avons immédiatement déposées au Parlement et chez le président du Conseil électoral. Et nous nous apprêtons d'ailleurs à rencontrer dans les prochains jours le Premier ministre pour lui déposer avant la session de mars, n'est-ce pas, ces propositions, pour que ces propositions puissent entrer à l'Assemblée nationale pour que le code électoral puisse être revu. Alors, quel conseil à l'endroit des jeunes téléspectateurs qui nous regardent actuellement? Je voudrais dire aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent que l'avenir de tout un chacun se trouve entre ses mains. Vous n'avez pas besoin d'avoir un oncle, un père, une tante, un parent placé dans une administration quelconque ou dans une société privée pour vous tenir le bras. Votre futur dépend de vous. Les actes que vous poserez aujourd'hui vous permettront de suivre un chemin, de suivre une voie que vous aurez vous-même tracée, parce que l'avenir dépend de tout un chacun. Soyez déterminés. Soyons déterminés dans ce que nous faisons. Soyons surtout véridiques dans ce que nous faisons. Croyons en nous, parce que l'avenir dépend de nous. Posons les actes de construction que nous avons pour notre société, pour notre environnement, pour notre pays et pour notre pays. Nous avons tout entre nos mains. Nous avons un cœur qui bat. Sachons tenir et nous lever pour nous battre pour notre avenir. Des projets? Nous préparons au sein, n'est-ce pas, de notre formation politique, les élections municipales, législatives et même régionales qui arrivent. Nous sommes dans une vaste campagne de sensibilisation sur les inscriptions des listes électorales. Nous sommes encore dans une vaste campagne de sensibilisation sur la prise de conscience de l'enjeu de la participation de tout un chacun. Au niveau entrepreneurial, vous savez, j'apporte un plus dans la formation de plusieurs entreprises, de plusieurs jeunes qui se lancent dans, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat. J'apporte beaucoup, je participe beaucoup à des colloques, à des séminaires. J'aide les jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine-là avec des conseils et parfois avec les modestes moyens qui sont à ma possession. Et je passe en revue, n'est-ce pas, les activités qui se déroulent dans mes entreprises un peu partout. J'apprécie bien que je ne sois plus totalement impliqué dans ce domaine-là, puisque mes 24 heures sont plus ou moins dédiées présentement à la politique. Mais, comme j'ai dit, les activités économiques soutiennent l'homme politique. Merci infiniment pour votre présence. Excellente continuation. Le plaisir est le mien. Je reviendrai lorsqu'il faudra toujours apporter un plus pour la construction d'un individu, d'un quartier, d'une ville, d'un pays, d'un continent ou du monde. Je crois en l'Afrique, je crois aux Camerounais et je crois en ma personne. Je crois surtout en Dieu. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce programme. On termine en ces termes. Croyez en vous, ça vaut la peine. On se retrouve très prochainement. Ça sera une autre édition Believe in Africa.